C'est Emmanuel Macron qui a foutu le bazar dans cette histoire de cérémonie d'ouverture. Ça n'a jamais été envisagé de mettre la cérémonie dans le Stade de France. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront-ils à la hauteur de nos attentes? C'est un rouleau compresseur, les Jeux Olympiques. C'est 450 épreuves, c'est 10 000 personnes, c'est 15 millions de touristes attendus dans Paris. Où en est-on des promesses et des ambitions affichées pour ces Jeux? Ils ont mis beaucoup d'argent, 1,4 milliard, pour dépolluer la Seine et pour la rendre baignable. Ça a fait faire des progrès en biodiversité. Moins d'une vingtaine de sortes de poissons dans la Seine, et tous ces efforts-là fait qu'on est revenu à plus de 40. En fait, là, actuellement, la Seine, c'est pas le problème de la qualité de l'eau, c'est le problème du débit. Pour les épreuves de nage en eau libre, évidemment, ça a un impact. Et quand tu demandes à des nageurs de remonter la Seine, c'est aussi le cas sur les épreuves de triathlon. Quand tu es contre-courant, c'est plus compliqué quand le débit est important, comme c'est le cas actuellement. Avec Sylvain Mouillard et Laure Breton, chargés du suivi des JO à Libération, on a répondu à toutes vos questions sur ces Jeux, qu'elles soient extra-sportives. J'y suis passé la semaine dernière, et une énorme opération de police un matin parce qu'il y avait un campement de tentes et de personnes migrantes. Ou sportives. Donc il y a des choses qui ont été mises en place pour le sport de haut niveau dans le cadre de ces JO-là. Il y a eu un programme qui s'appelait Gagner en bleu. Eux, ils pensent qu'on peut carrément atteindre le top 3 cette année en jouant sur ce fameux home advantage, donc l'avantage de jouer à domicile, tout ce que ça peut faciliter, d'être devant son public ou d'avoir pu s'entraîner dans des conditions sans le décalage horaire. Qui peut aussi être une pression supplémentaire. Qui peut aussi être une pression supplémentaire. En général, ça joue en faveur quand même. Tous les pays hôtes surperforment. Et les disciplines qui sont les plus pourvoyeuses de médailles pour la France, c'est l'escrime, le judo, l'athlétisme, même si c'est vrai que là on est plutôt dans une tendance pas très joyeuse pour l'athlétisme français. Pour ne manquer aucune de nos discussions et aucun de nos reportages, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à ces Jeux Olympiques qui vont enfin s'ouvrir? Parce qu'on en parle depuis très longtemps. Vous travaillez aussi dessus depuis quelques mois déjà. Comment vous vous sentez là? Dans quel état d'esprit vous êtes du coup au moment de les voir enfin débuter ces Jeux Olympiques? On est prêt déjà. Et moi, je suis très heureuse. On a une équipe qui fonctionne très bien, qui travaille effectivement depuis plusieurs mois. On a préparé énormément de choses. On a hâte maintenant de les voir se déployer, de voir les lecteurs s'en emparer. Moi, j'ai très envie de voir ces JO. J'ai très envie de voir cette cérémonie d'ouverture. Donc, je suis plutôt heureuse. Ouais, on va forcément parler de cette cérémonie d'ouverture qui arrive. Et toi, Sylvain, dans quel état d'esprit tu es? Moi, j'ai hâte de lire les articles de nos journalistes qui vont être sur les épreuves olympiques, parce que je pense qu'ils vont faire un super boulot pour raconter des histoires attendues, des grandes histoires attendues, et puis toutes les histoires inattendues, parfois heureuses, parfois moins heureuses, qui vont se dérouler pendant les Jeux. On voit à chaque édition qu'il y a des trucs qui nous surprennent, et c'est un peu ça, d'être plongé dans cette surprise permanente qui me fait avoir envie d'y être à samedi. Et puis même cet après-midi, en fait, ça a commencé avec l'équipe de France de rugby, Antoine Dupont, qui a commencé difficilement déjà par un match nul. N'hésitez pas dans le chat évidemment à nous poser toutes vos questions, je les prendrai en direct. Et avant d'aller un peu plus sur le fond du sujet, j'ai oublié d'ailleurs déjà de rappeler vos rôles respectifs dans cette couverture des JO. Est-ce que vous pouvez rappeler chacun et chacune du coup quels sont vos rôles là dans la couverture aussi des JO à Libération? On a le même, en fait, on copilote la couverture olympique au sein de Libération, avec 8 accrédités pour le texte, avec un accrédité pour la photo, avec des pigistes de luxe qui vont nous aider sur certains sports aussi. Donc en tout, on peut dire une équipe d'une quinzaine de personnes qui vont s'occuper exclusivement des Jeux Olympiques pendant les 19 jours, 18, je sais plus. Si on dit que ça a commencé aujourd'hui, une vingtaine de jours. Une vingtaine de jours les jours qui viennent. Pour commencer, pour ouvrir un petit peu ces Jeux Olympiques, il y avait un premier rendez-vous. Oserais-je dire, c'était dès hier soir, avec Emmanuel Macron, le président de la République, qui était l'invité de France Télévisions. Est-ce que vous avez regardé son interview sur France 2 et qu'en avez-vous pensé? Qu'est-ce qu'il fallait retenir un petit peu de cette intervention du chef de l'État à quelques jours de la cérémonie d'ouverture et à la veille du coup des premières compétitions de ces JO? On a été bien obligés de le regarder, puisque cette interview était la première depuis la dissolution et les législatives anticipées, mais surtout, elle avait été annoncée en 2 morceaux, c'est-à-dire la politique et les JO. Donc, effectivement, on était tous les deux devant notre télé, et on a écouté le président finalement mêler un peu les 2 sujets, tout en disant que lui ne faisait pas de politique avec les JO, mais en annonçant aussi qu'il ne nommerait pas de Premier ministre avant le 15 août. Donc, il veut passer les
les JO avec la même équipe. Ça veut dire Amélie Oudéa Castéra au sport, ça veut dire Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Et par ailleurs, sur les JO, il n'a pas dit grand-chose. Moi, j'ai trouvé personnellement qu'il adorait, comme un peu d'habitude, être au centre des regards. Donc on lui a posé plein de questions sur la cérémonie. Ils lui ont posé plein de questions sur la cérémonie d'ouverture. Et il s'est fait un plaisir de ne pas y répondre et de laisser, d'entretenir le doute, de faire des petits sourires un peu... moi, je sais, vous ne savez pas. Donc voilà. Mais tout ça était plutôt... moi, j'ai trouvé le setting incroyable puisque c'était le studio de France Télévisions. Il y a eu une guerre entre les télévisions, une guerre des plus belles terrasses, des plus beaux rooftops dans Paris pour choper la meilleure vue. NBC au-dessus du théâtre de Chaillot et France Télévisions, qui est le diffuseur officiel en France, a eu la terrasse qui est juste en face au Musée de l'Homme. Et donc, en fait, il y avait la vue sur la Tour Eiffel avec les anneaux. C'était quand même un peu spectaculaire quand même. Ouais. Est-ce qu'il s'est montré confiant aussi, le président, pendant du coup cette interview télévisée? Dans quel état d'esprit il est, lui, avant l'ouverture de ces JO? Le sien, personnellement, je sais pas. Oui, ils vont montrer de la confiance. Toutes les autorités montrent de la confiance depuis des mois et puis encore plus dans cette dernière ligne droite. Heureusement, je pense qu'un gouvernement peut pas dire qu'ils sont très très inquiets et que ça va mal se passer. Pour cause, ils ont quand même mis des moyens très importants au niveau des forces de l'ordre qui vont être déployées, qui sont déployées d'ailleurs dans Paris, et pas que dans Paris. On le voit dans notre vie quotidienne. Il y a évidemment beaucoup plus de patrouilles de police ou de gendarmerie dans les transports en commun, dans les rues. Donc le but évidemment c'est de limiter au maximum le risque d'un incident, d'un attentat pire, pendant notamment la cérémonie d'ouverture, mais ça va être un peu dans le quotidien cette présence policière des 3 semaines qui viennent, parce que évidemment on fait pas un événement international comme celui-ci avec des centaines de milliers de personnes qui viennent dans Paris pour cet événement sans y mettre des moyens de sécurité. D'ailleurs, je serais curieux aussi de savoir le chat de votre état d'esprit, parce que je sais que lors des derniers streams qu'on a pu faire, notamment lors des Libescope, certains se montraient assez inquiets par rapport au JO et par rapport aussi à la cérémonie d'ouverture d'un point de vue sécuritaire. On aura l'occasion évidemment d'en reparler, mais j'aimerais aussi qu'on parle d'une autre chose, d'un autre sujet qui pourrait ou pas avoir un impact sur les Jeux Olympiques. C'est la situation politique, du coup, qui est assez complexe en ce moment, on l'a déjà un petit peu dit. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur les JO? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des mouvements, même des mouvements de grève, par exemple, à certains moments, en réponse à la situation politique un petit peu complexe actuellement, ou est-ce que finalement on peut s'attendre à des JO qui se déroulent sans impact majeur par rapport à la situation politique? Les grèves, un des derniers points d'interrogation qui demeurait, c'était sur ces danseurs qui vont participer à la cérémonie d'ouverture. Leur préavis a été levé après que leurs revendications étaient partiellement satisfaites, et donc c'était 200 personnes qui menaçaient de ne pas participer à cette cérémonie d'ouverture. La plupart des revendications de salariés au cours des derniers mois ont été satisfaites par les entreprises ou les pouvoirs publics. Les policiers, par exemple, avaient demandé des primes qu'ils ont obtenues. Donc à ce niveau-là, je ne pense pas... La RATP, la SNCF, il y a eu des revendications qui ont quasiment toutes été satisfaites au printemps, en fait. Et côté vie politique française ou irruption, je ne sais pas moi, du nouveau Front populaire qui déciderait de lever la population pour s'insurger contre les JO, non, je ne pense pas que ça se produira, absolument pas. Après, hier, on a su dès lundi soir que Emmanuel Macron parlait. Le NFP aurait raté le coche et ils ne l'ont pas raté. Ils ont proposé le nom de leur première ministre, Lucie Castet, 1 heure avant l'émission. Ils voulaient évidemment essayer de secouer la situation politique. Bon, on a vu qu'il a enterré et le nom et l'idée de nommer un Premier ministre avant mi-août. Je sais pas ce que va faire le NFP. Normalement, il ne devrait pas se passer grand-chose. Et puis, c'est un rouleau compresseur, les Jeux Olympiques. C'est 450 épreuves, c'est 10 000 personnes, c'est 15 millions de touristes attendus dans Paris. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une sorte de... Sans aller vers la trêve olympique, il va y avoir une sorte de chape plutôt heureuse, à mon avis, une chape sportive, peut-être une fenêtre. Il y a certains politiques aussi qui disent que les Français en ont besoin. Peut-être que les politiques eux-mêmes en ont besoin aussi. En tout cas, sur les certitudes, Emmanuel Macron, ce qu'il a confirmé hier notamment, c'est que la cérémonie d'ouverture aura bel et bien lieu sur la scène. Moi, je me rappelle que lorsqu'on en avait parlé il y a quelques mois ici, alors c'était déjà l'idée, mais sauf qu'on n'était pas non plus sûr à 100%. On se disait qu'il y aurait peut-être un plan B avec une cérémonie plus classique, entre guillemets, au Stade de France, qui pourrait voir le jour s'il y avait des risques, etc., autour de la cérémonie d'ouverture sur la scène. Là, on est bon sur cette cérémonie d'ouverture ultra ambitieuse, ultra attendue sur la scène?
En fait, le truc rigolo, c'est que c'est Emmanuel Macron qui a foutu le bazar dans cette histoire de cérémonie d'ouverture. Il est évident que si on avait eu une série d'attentats en juin, que si on avait eu une situation bien plus éruptive que la situation qui était pourtant une crise politique aiguë qu'on a eue à partir du 9 juin, la cérémonie d'ouverture, elle aurait été annulée. La cérémonie d'ouverture, il y a besoin de « je déclare les Jeux ouverts » et le serment olympique. Ça peut n'être que ça, une cérémonie d'ouverture. Et dans ce cas-là, ça aurait été tenu, je dis n'importe quoi, mais peut-être à l'Élysée, sur le pont du Trocadéro, dans la tribune officielle face à la... Mais jamais le comité d'organisation, le COJO, jamais n'a organisé ou n'a pensé qu'il pouvait organiser la cérémonie d'ouverture. Transférer les billets, c'est pas possible. Il y a 106 000 billets payants. Le Stade de France, c'est grand, mais c'est 80 000 personnes. Donc ça n'a jamais été envisagé de mettre la cérémonie dans le Stade de France. Encore une fois, si on avait été dans une situation sécuritaire critique, on annulait tout. Et on faisait un tout petit truc. Mais c'est Emmanuel Macron qui a dit oui, on pense à des plans B, on va pouvoir le mettre dans la cérémonie. On pourrait le mettre, par exemple, au Stade de France. En vrai, Laurent Nunez, le préfet de police, Gérald Darmanin, ils sont depuis, je sais pas, ça doit faire à peu près 2 mois qu'ils n'arrêtent pas de dire il n'y a pas de menace caractérisée. Donc, effectivement, d'un point de vue sécuritaire, ils disent que cette cérémonie, elle va bien se dérouler. Après, c'est au prix de mesures que les Parisiens n'aiment pas tellement. Enfin, on est depuis le 18, c'est la zone le long du passage est grillagée. Il faut des QR codes. C'est vrai que c'est difficile à lire. En fait, il y a quelques ponts ouverts et j'ai appris qu'aujourd'hui, un pont qui devait être ouvert, c'est-à-dire ne l'est plus. Donc ça fait un bazar. Effectivement, ça fait un bazar très fort. Mais il n'y a plus aucun doute. C'est un miracle sécuritaire aussi de réussir à mettre en place cette cérémonie d'ouverture sur la scène. Ouais, c'est un miracle. Je ne sais pas si c'est le mot miracle qui correspond à la situation. En tout cas, ils ont mis des moyens très importants en termes de force de l'ordre, on en a parlé. Ils s'appuient aussi sur les données des services de renseignement qui disent qu'il n'y a pas de menace caractérisée sur les Jeux. Après, et l'actualité des dernières semaines l'a montré, il y a eu ce policier qui a été touché d'un coup de couteau sur les Champs-Élysées, ce militaire de Sentinelle qui a été aussi attaqué au couteau près de la gare de l'Est. Alors, ce ne sont pas des attentats, ce sont des gens qui sont parfois en proie à des problèmes psy assez lourds, pour le cas de la gare de l'Est. Mais en effet, des représentants des forces de l'ordre ont été, ces derniers jours, attaqué. Honnêtement, c'est quelque chose qui s'est produit, qui peut se produire vendredi pendant les Jeux. Ça ne veut pas dire que ça sera une attaque terroriste, mais évidemment que le risque n'est pas nul. Et je pense pas que ça aura un impact. Enfin, ça va dépendre de l'ampleur de la chose, mais si ça reste des actes isolés comme ça, qui ne sont pas préparés avec des moyens très importants, là, voilà, on est avec des gens qui ont des couteaux, qui sont très vite neutralisés parce qu'il y a une présence policière très importante, parce que les patrouilles, les agents ou les militaires ne sont pas seuls et ils réagissent très rapidement. Donc voilà, le risque zéro, évidemment, n'existe pas. Ils n'ont jamais dit qu'il y avait un risque zéro. Et clairement, ça va être un des stress, notamment de vendredi, parce qu'on va avoir 300 000 personnes entre les personnes sur les quais hauts, les quais bas, et puis tous les gens qui vont être dans les rues, dans les fan zones, dans Paris, jusque tard le soir. Voilà, comment toutes ces personnes vont rentrer calmement chez elles à partir de minuit. C'est un enjeu sécuritaire important, oui. Je ne sais pas combien il y aura de personnes dans la rue, mais si on fait un rapport entre le nombre de personnes qui vont assister à la cérémonie d'ouverture, les payants, les pas payants, donc les quais hauts et les quais bas dont parle Sylvain, on a 300 000 et on a 45 000 policiers et militaires. Donc c'est je sais plus, j'ai pas fait les maths, mais ça fait 1 pour 8. 1 pour 8. C'est énorme. C'est un ratio énorme. En fait, ils ont forcément des militaires en renfort. Ils ont même reçu, et ça fait assez marrer les Parisiens aussi, il y a 1800 policiers au titre de l'entraide internationale de policiers qui viennent d'autres pays. Donc, vous voyez passer des gens qui sont habillés avec l'uniforme de la Guardia Civile. Il y a des officiers et des officières du Qatar. Donc, c'est des officières voilées. C'est assez étonnant. Et les gens se baladent. Enfin, ces patrouilles-là font partie des patrouilles qui sont dans Paris actuellement. Est-ce qu'il y a aussi la menace aérienne un peu qui était parfois pointée du doigt? Comment est-ce que ça se passe ça sur la menace aérienne? Comment est-ce qu'elle peut être un petit peu contrée ou comment ça se passe de ce point de vue-là? Il n'y aura plus d'avions déjà dans le ciel de Paris à partir de 18h, je crois, vendredi soir, jusqu'à minuit. Et puis ensuite, dans la nuit, de toute façon, il y a très peu d'avions qui survolent, donc il y a interdiction totale. Ils appellent ça no-fly zone. Donc ça, c'est pour éviter le risque, évidemment, du détournement d'un avion vers Paris-Centre.
Ensuite, évidemment, l'armée notamment a déployé tout un système de drones, de contre-mesures, de choses qui permettraient d'arrêter un drone, par exemple, qui aurait des intentions hostiles. Sur la cérémonie d'ouverture, comment est-ce que ça va se dérouler très concrètement? Ce que l'on sait ou ce que l'on ne sait pas encore, c'est quoi? C'est des délégations qui, les unes après les autres, vont défiler sur la scène? Est-ce qu'il y a des sortes d'happenings aussi qui sont attendus? Alors, au chapitre de ce qu'on sait, c'est que ça fait à peu près 4 ans qu'ils bossent sur la scène, qu'avant de décider que la cérémonie se passerait sur la scène, il y a eu 1 an de réflexion technique avec une commission COJO, mairie de Paris, préfecture d'Île-de-France, État, pour savoir si c'était faisable. Une fois que c'était faisable, il a fallu sélectionner la personne qui allait mettre tout ça en scène. C'est Thomas Joly, le chef des cérémonies, mais le chef pas artistique, c'est un gars qui s'appelle Thierry Reboul qui est allé chercher Thomas Joly, et il a fini d'écrire son scénario en juin 2023. Et après, ils l'ont passé encore à la moulinette. Sécurité, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable, et combien de bateaux. Donc on est à un peu moins d'une centaine de bateaux qui ont des tailles très différentes. On a vu ça, c'était assez rigolo de voir ça lors des répétitions, les quelques répétitions qui ont pu avoir lieu à cause du niveau de la scène. Il y a des gros bateaux. Le bateau de la France, il s'appelle le paquebot, c'est le dernier qui partira du pont d'Austerlitz. Il fait 85 mètres de long, et il aura, pas les 571, mais il aura une partie de la délégation française. Le premier qui ouvre, c'est toujours la tradition, qu'on soit dans un stade ou qu'on soit dans un bateau, c'est les Grecs, parce que c'est la tradition. Mais il y a des tout petits bateaux, parce qu'il y a des toutes petites délégations. Donc c'est assez disparate. Mais le spectacle, et ça, moi j'ai mis un moment à le comprendre, je pensais que le spectacle était sur les bateaux. En fait, pas du tout. Les bateaux sont pour les délégations. Le spectacle, il est sur les côtés et sur les ponts. Okay. Il est pas, il y a pas de, alors à moins qu'on nous ait caché encore beaucoup de choses, parce que tout ça est nimbé d'un secret incroyable. Et donc il y a 3000 artistes, ça on le sait. Dans ces 3000 artistes, 400 danseurs, mais dans ces 3000 artistes aussi des pompiers gymnastes, parce qu'il y a une brigade de gymnastes au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc eux, ils s'entraînent, ils participent à la cérémonie d'ouverture et de fermeture. Il y a des skateurs, des BMX, puisque c'est les nouveaux sports. Donc en fait, ils ont demandé à certains athlètes, mais plutôt à certains artistes, de faire des démonstrations sur les côtés. Si vous vous êtes baladé dans Paris, vous avez pu voir qu'il y avait des habillages qui ont commencé à apparaître un peu partout. Le pont d'Austerlitz, ça fait un peu peur, parce que quand on le regarde depuis le pont de Sully, il est habillé d'une sorte de vêtement très grand en lycra qui lui donne un côté dorure. Donc, je ne sais pas ce que ça va signifier. En tout cas, il est marron avec des dorures. Tout le pont d'Austerlitz, qui est quand même un pont plutôt moderne d'habitude. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Mais il y a encore du coup beaucoup de mystères quand même par rapport à tout ce qui... Bon, c'est de plus en plus éventé, mais en même temps, absolument personne n'a dit il y a un mystère sur le dernier porteur de la flamme. Ouais. Il y aura une trentaine de porteurs de flammes pendant toute cette soirée, qui va durer quand même presque 4 heures. Et effectivement, le dernier, c'est le grand mystère. Ok. Parce que là, je vois dans le chat aussi, c'est d'autres choses qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux autour de certaines stars, certaines chanteuses qui seraient présentes là. Pour le coup, dans le chat, on parle beaucoup de Lady Gaga, mais on a parlé aussi de Céline Dion sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on sait par rapport Céline Dion, c'est le domaine de Sylvain, en fait. C'est très lâche. Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce que c'est sûr qu'elles vont... Non, mais tu vas pas nous forcer à faire une réponse à la Emmanuel Macron. Ouais. Je veux dire, parce qu'en fait, on sait, mais on peut pas vous dire. En fait, on sait rien. Non, on va vous dire qu'on ne sait rien. On a beau bosser dessus depuis des mois, on ne sait rien. Ouais. En fait, on ne sait rien de sûr. On peut connecter des points et essayer d'inventer des trucs. Mais en vrai, il y a quand même un truc à dire, et qu'on a appris tous hier ou avant-hier. C'est que, alors, le Parisien, ils ont carrément mis quelqu'un au Bourget pour voir atterrir les jets et pour savoir qui sont les stars qui descendent des jets, pour dire il y a machin. Et c'est comme ça qu'ils ont vu Lady Gaga et Céline Dion. Sauf qu'on a réalisé un truc, c'est que France Télévisions, c'est le diffuseur en France. Le plus gros autre diffuseur, c'est NBC. Et c'est historique. NBC, ils viennent de payer 7 milliards d'euros pour avoir le droit de diffuser les JO entre maintenant et 2032. C'est énorme, c'est le plus gros truc que le CIO a jamais, parce que c'est évidemment le CIO qui engrange ce genre de droit. Et NBC, ils font leur propre soirée. Et ils ont leurs propres invités. Et donc, quand on voit arriver Lady Gaga, on ne sait pas si elle vient pour Thomas Joly ou si elle vient pour NBC. Il y avait un autre, Ariana Grande, qu'ils ont vu atterrir au Bourget. Ça semble plutôt logique qu'elle aille chez les Américains plutôt que chez nous. Donc, voilà. Oui, d'accord, tout le monde parle de Céline Dion.
Tout le monde parle de qui d'autre Moi, j'avoue que j'ai surtout vu Lady Gaga et Céline Dion. Ouais. Ben, on verra si Lady Gaga est dans le truc français. Qu'est-ce qu'il a dit, le président? Il a dit des stars internationales et françaises. En parlant du président, Sacre-nous dans le chat dit Emmanuel Macron en dernier porteur de la flamme. Ça n'a jamais été fait de mettre des politiques. Ils ont toujours mis des athlètes avec plus ou moins de succès, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en France, pour des JO d'hiver, on avait mis Platini en dernier porteur de la flamme. Ça avait un peu fait polémique, parce que c'était pas un mec qui... mais il était dans les instances internationales. C'était un basketteur à Pékin. C'était Cathy Freeman, c'était une coureuse de 400 mètres à Sydney. C'était Mohamed Ali à Atlanta en 96. C'était un tireur à l'arc à Barcelone. Bon, le mystère en tout cas est entier là-dessus. Ça devrait être un sportif. Oui, il n'y a pas de risque. Ils prendront pas le risque de prendre un politique. Ouais. Mais il y a juste un truc qu'on sait, c'est qu'ils sont très très attentifs. Je sais pas si vous avez un tout petit peu suivi le relais de la flamme depuis le 8 mai. Ils ont fait un choix. Il y aura eu à la fin 11 000 porteurs. Et ils ont fait un choix, je sais pas qui a fait le casting, très très important, de parité, d'inclusion, de diversité. Donc on peut quand même imaginer que dans les images regardées par 1 milliard de téléspectateurs, les 10 derniers en tout cas, ça sera des grosses stars et on fera attention à quel sport ils représentent, quel pays ils représentent, quelle couleur, quel handicap, voilà, quel poids. C'est un truc qui doit être un peu pensé. Il y a une autre question plutôt sur le volet sécuritaire. Alors, c'est désolé Nuage Agile, je crois que c'est ton pseudo, mais j'arrive pas à bien le lire, qui nous dit: je sais que ça peut paraître complotiste, mais est-ce que les policiers et militaires étrangers pourrait organiser un acte violent? Et il nous dit ça parce qu'il poursuit ensuite sa question en parlant des tensions internationales qu'il peut y avoir, notamment avec Israël. Et il dit du coup, est-ce que sous pression, il pourrait y avoir des choses ou pas comme ça? Est-ce que c'est imaginable ou est-ce que ça paraît un peu... C'est hautement improbable, je pense. Ouais. Et puis par ailleurs, c'est pas des policiers qui sont dans des missions critiques. Enfin, c'est des gens qui font des patrouilles, notamment dans le métro. Qui sont rappeler ça quand même, ce que peuvent faire ou pas les patrouilles étrangères. Et qui sont avec, souvent accompagnés d'ailleurs de policiers français. Donc c'est plus de la visibilité, de faire Il y a 2 raisons qui sont souvent avancées pour la présence de ces policiers pendant les Jeux, les délégations invitées, on va dire. C'est que ça rassure les pays, les délégations visiteuses, d'avoir des policiers de leur pays. Bon, je pense que c'est un peu de la com, je suis pas sûr qu'ils soient très rassurés par la présence de la Guardia Civile dans le métro parisien. Et puis aussi, c'est une sorte d'affichage, de diplomatie qui fonctionne. Après, qu'un jour quelqu'un pète un plomb et décide qu'un policier, qu'il soit étranger ou français, décide de commettre un acte violent, on peut jamais complètement l'écarter, mais c'est pas des gens qui ont accès à des choses à l'importance décisive. Désolé, le chat, je viens de voir vos remarques sur mon micro, donc là normalement maintenant mon micro fonctionne parfaitement bien. Désolé de l'avoir vu un petit peu tard. Bon, vous entendiez les réponses, peut-être pas toujours les questions. Le principal est d'entendre reste d'entendre les réponses. Concernant les porte-drapeaux, donc en France, ce sera les porte-drapeaux Florent Manodou et Mélina Robert-Michon. Voilà, comment est-ce que ça a été décidé, ces porte-drapeaux? C'est un savant équilibre entre... Vas-y. Non, pour la première fois, on a copié les Américains. Ils ont été élus. Ah oui. Ils ont été élus par leur père. D'accord, ok. En fait, ils ont fait campagne. C'est assez rigolo. D'habitude, c'est... je sais pas d'ailleurs, d'habitude, c'est au bon vouloir, j'imagine, du Comité national olympique. Mais cette année, ils ont pris le même modèle qui fait qu'on a atterri sur la délégation américaine. On le sait aujourd'hui. On savait LeBron James et on sait le basketteur. Et maintenant, on sait que c'est Coco Gauff, la joueuse de tennis. Pour la délégation américaine, ils sont élus par leur père. Et donc, en fait, ils ont fait acte de candidature. Ils ont fait des petits clips. On les voyait sur TikTok, sur Insta, et ils ont été élus, en fait. Donc, il y avait, je crois que c'était 2 par fédé. On pouvait se présenter, 2 par fédé. Alors ça, peut-être que les fédés avaient limité ou avaient dit qui était celui qui représentait la fédé de natation, en l'occurrence. Okay. Je ne sais pas s'il y avait un concurrent dans la fédé de natation. Il fallait évidemment un homme et une femme. Ça, c'est obligatoire qu'il y en ait 2, un homme et une femme, parce que c'est notamment une question qu'il y a dans le chat. Pourquoi est-ce qu'il y en a 2 aussi. Alors, c'était quoi leurs critères? Il fallait qu'ils aient un passé déjà olympique, donc ça ne pouvait pas être un nouveau. Il fallait qu'ils aient pas d'ennui avec la justice. Il fallait qu'ils aient pas été déjà porte-drapeau. Donc ça excluait par exemple Clarissa Agbenienou et Teddy Riner.
Voilà. Mais du coup, c'est des gens qui se sont un peu élevés contre ces conditions, pas le fait qu'ils votent, mais ces conditions, parce que ça voulait dire par contre par exemple, qu'un Léon Marchand ou qu'un Wembanyama pouvaient pas postuler. Ok. Mais c'était une élection. D'accord. Il y a une question aussi de DG Romanov dans le chat d'un point de vue environnemental. Est-ce que ces jeux tiennent leurs promesses ? Ils ont en effet le COJO vante les jeux les plus écolos de l'histoire. Ils vantent aussi l'héritage pour défendre l'impact environnemental, c'est-à-dire que on a construit ex nihilo très peu d'infrastructures complètement nouvelles pour les jeux. Il y a des infrastructures éphémères comme au Grand Palais, Concorde, sous la Tour Eiffel, mais en fait la crise de l'olympisme ou les difficultés de l'olympisme, notamment pour trouver des villes hautes, c'est ce qu'on appelle les éléphants blancs, c'est-à-dire ces infrastructures qu'on construit spécifiquement pour les jeux. Il y en a eu beaucoup à Athènes, beaucoup à Rio, qui coûtent évidemment énormément et qui ne servent que pendant 4 semaines, le temps des JO et des Jeux paralympiques. Là pour Paris, il se trouve que c'est depuis une vingtaine d'années quand même, Paris et beaucoup de grandes villes en France ont énormément investi dans les infrastructures sportives. Il y a les arénas, il y a des stades qui existent. Bon, le Stade de France, ça fait une trentaine d'années désormais. Donc ces infrastructures en dur, elles sont déjà importantes. Ils ont rajouté les infrastructures éphémères et ils disent que du coup l'investissement le plus important, ça n'a pas été fait pour des trucs qui vont durer que 1 mois. Ensuite, ils habillent aussi la chose avec ce que les JO et le déclencheur de Paris a permis de sécuriser en termes de transport en commun. Alors certes, ça avait été acté avant, le Grand Paris Express, mais il y a quand même un effet d'entraînement, un effet sur l'accélération des travaux, etc. Donc on avait parlé lors du premier chat. Pour le coup, sur ces JO, il y a une ligne qui est vraiment effective et qui est une ligne importante. C'est le prolongement de la ligne 14 qui fait que le métro désormais arrive à l'aéroport d'Orly. Mais les Jeux, alors ils vont être livrés en retard, tous ces métros, mais les Jeux ont aussi contribué à sécuriser un tas d'autres lignes de transport en commun. Notamment les lignes 15, 16, 17. Donc c'est ce métro hors Paris qui va en gros relier la banlieue à la banlieue de manière circulaire. Donc ça, sur les chantiers de mobilité, disons, de transport en commun, ça tout a été fait comme tout est lancé, prévu. en tout cas, ils percent. Non mais après, au moment, on est candidat, les prémices de la candidature, c'est 2014, 2015, 2016, et pour obtenir les Jeux, on fait toujours un dossier qui est beaucoup trop beau. La mariée, elle est vraiment beaucoup trop belle. Du coup, ils avaient mis 14, 15, 16, ils avaient mis plein de trucs. En réalité, ça fait très longtemps qu'on savait que effectivement, la seule qui serait vraiment prête, c'est la ligne 14. En revanche, elle est comme ça, elle va jusqu'à Saint-Denis et il y a le village olympique. Donc en fait, c'était mieux de se concentrer sur celle-là et d'essayer de la faire. Mais il y a d'autres choses en fait, eux, et ils insistent beaucoup sur la notion d'héritage. C'est qu'en fait, par exemple, ils ont mis beaucoup d'argent, 1,4 milliard pour dépolluer la Seine et pour la rendre baignable. Alors ça a été le feuilleton on en parlait déjà effectivement lors de la précédente émission, mais ils sont en train d'y arriver pour le coup. Et ça fait faire des progrès. Alors ça fait faire énormément de communication. Tout le monde a vu. Oudéa Castéra plutôt glissé dans la Seine près d'une péniche horrible et Anne Hidalgo ressortir avec son petit peignoir, ville de Paris, tout était très très bien organisé, mais surtout ça a fait faire des progrès en biodiversité. On avait, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on avait, je sais plus, un truc comme plus que 13, ou en tout cas moins d'une vingtaine de sortes de poissons dans la Seine, et tous ces efforts-là fait qu'on est revenu à plus de 40. Donc voilà, ça c'est leur gros truc. Après, il y a un point noir, enfin pas un point noir, mais ils avaient dit pas de climatiseur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient dit pas de climatiseur dans le village olympique. C'était un gros engagement, pas de climatiseur, parce qu'ils ont fait des bâtiments qui étaient créés avec un système de géothermie. Et donc, en fait, tu récupères le chaud quelque part, tu produis du froid quelque part, en fait. Et ça, ils ont créé un village olympique qui, sans les climatiseurs, dans les chambres, on est à, quoi qu'il arrive, 6 degrés de moins qu'à l'extérieur. C'est quand même, je sais pas où vous habitez, mais 6 degrés de moins, c'est déjà très très appréciable. Et moi j'ai pu l'expérimenter. Ils ont ouvert le Media Center pour les journalistes dans le centre de Paris. Tu t'en rends pas compte, tu crois que c'est climatisé.
Parce qu'il fait 26 dehors, mais il fait 20 dedans, en fait. Où il fait Et donc 30 ça, dehors. c'était sans climatiseur. Tout ça, c'est sans climatiseur. Donc, ils pensaient que ça marcherait. Et donc, ça voulait dire une super démarche écolo. Et au dernier moment, c'est-à-dire que c'était, je pense, fin juin, il y a des grosses fédérations et des gros pays qui ont dit, en fait, ça va pas être possible. Il nous faut des climatiseurs. Donc, il y a à peu près 5000 chambres au village olympique. Et ils ont commandé 2500 climatiseurs à la demande et avec l'avis négatif du COJO et de la mairie de Paris, mais ils ont accédé aux demandes des fédérations et des pays de mettre des climatiseurs dans certaines chambres. Okay. Donc il y aura 2500 climatiseurs alors qu'ils s'étaient engagés à ce qu'il n'y en a pas. Sur la baignabilité de la Seine que tu mentionnais là il y a quelques instants, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé il y a quelques mois. Je me rappelle d'ailleurs toi que Sylvain tu disais que en tout cas tu étais assez critique sur le fait qu'il n'y avait pas eu de plan B qui avait été prévu pour les épreuves de nage en eau libre. Là, est-ce qu'on est sûr que ça va pouvoir bien se dérouler ou pas dans la Seine? Se dérouler, oui, bien. Je pense que pour les nageurs, si tu leur demandes, c'est ça, parce qu'en fait là actuellement la Seine c'est pas le problème de la qualité de l'eau, c'est le problème du débit avec les pluies importantes qu'il y a eu au cours des derniers mois et du coup un débit bien plus important qu'à l'accoutumée, qu'un été classique on va dire et du coup pour les épreuves de nage en eau libre évidemment ça a un impact et quand tu demandes à des nageurs de remonter la Seine, c'est aussi le cas sur les épreuves de triathlon, quand tu es contre-courant c'est plus compliqué quand le débit est important comme c'est le cas actuellement. Mais a priori, oui, ça va se dérouler. L'incertitude qu'on avait, c'était en septembre, notamment sur la qualité de l'eau. Il y avait des infrastructures qui sont entrées en service, un déversoir, notamment vers Austerlitz, qui évite que des eaux usées soient envoyées dans le fleuve et donc le polluent. Donc ces infrastructures, manifestement, font le taf. Après, voilà, le petit truc auquel personne n'avait vraiment pensé, c'était qu'il allait pleuvoir pendant les 6 derniers mois autour de Paris et que en fait le fleuve allait être beaucoup plus haut que ce qu'on pensait. Et là, ça se peut par exemple qu'au dernier moment, si il pleut énormément tout d'un coup, que ce soit annulé ou modifié. Ils n'ont pas vraiment dit, pour le triathlon, ils n'ont pas dit qu'ils avaient un plan B. En revanche, pour le marathon de nage libre, donc les 10 km de nage, ils ont dit qu'ils pourraient le délocaliser sur le stade nautique qu'ils ont construit et réhabilité pour les épreuves d'aviron, de canoë et tout ça. Mais pour le triathlon, ils nous ont pas dit. Ils ont dit que ça sera parce que c'est moins long le triathlon aussi. Mais bon, le triathlon c'est le 3 et le 4 août, je crois, c'est ça? Non, bon bref. Et la nage, c'est un peu plus tard. Okay. Donc, voilà, ils ont un plan B pour le marathon de nage libre. Et donc ça veut dire qu'après les JO, en tout cas, est-ce qu'on sait déjà quand la Seine pourrait être baignable pour tout le monde? Ou est-ce que ça, on n'a pas encore trop de dates, et où est-ce qu'on n'est pas encore trop sûr? Ou est-ce que si c'est bon, c'est clair qu'après les JO, ça sera possible? Tout de suite après, je pense. Non, c'est 2025. Ah. C'est 2025 et il y aura 5 points pour nager. D'accord. Parce que d'abord, on va pas pouvoir. Il y a les Paralympiques, et il y a du paratriathlon, et il y a du marathon de nage libre pour les Paralympiques. Donc en fait, jusqu'au 11 septembre, quoi qu'il arrive, on pourra pas y aller. Et après, ils vont installer. On va pas pouvoir sauter depuis le quai bas. Il va y avoir des endroits. Il y aura 5 endroits où il y aura des pontons. Je sais pas si vous avez vu justement la baignade de Anne Hidalgo. Ou je sais pas si vous avez déjà baigné. Vous êtes déjà baigné dans le bassin de l'Ourcq. Ou dans le bassin, oui c'est l'Ourcq. Hein. Ouais, canal de l'Ourcq. Ouais. Canal de l'Ourcq. Et ben en fait il y aura des endroits qui seront un peu signifiés. L'eau passe quand même, mais t'es protégé par une sorte d'endroit en bois quand même. Tu peux pas nager comme tu veux et te faire ton marathon de nage libre. Ça sera surveillé quand même. Et ça donc il faut les installer. D'accord. Mais donc ce sera possible normalement d'ici 2025, enfin en 2025. Ils ont dit que c'est ouvert au printemps 2025. D'accord, ok. Il y a quelques mois aussi, quand on parlait de ces Jeux Olympiques, on avait parlé du sujet du nettoyage social, ce qui pouvait être appelé nettoyage social par certaines associations, c'est-à-dire le fait d'exclure certaines catégories de population en dehors de Paris. Qu'en est-il par rapport à cela? Est-ce que ça se poursuit. Ok. Ça se poursuit. C'est en effet des moyens importants, humainement contestables, des policiers très présents, notamment dans des zones au nord de Paris, canal de l'Ourcq, vers la porte de la Villette, vers le canal Saint-Denis. En fait, il y avait eu un effet déjà ces dernières années de personnes, de campements de migrants qui étaient de plus en plus repoussés en dehors de Paris, parce que ça tient aussi des fois à la mobilisation de riverains, de gens qui ont la capacité de se mobiliser. Donc ces gens étaient déjà renvoyés dans des marges, en quelque sorte, des lieux, notamment le long du canal Saint-Denis, qui est entre friches industrielles, pas vraiment forcément beaucoup d'habitations. Donc ils étaient, j'y suis passé la semaine dernière, et une énorme opération de police un matin parce qu'il y avait un campement de tentes et de personnes migrantes.
Et donc là, qu'est-ce qui se passe? La police arrive, présente une opération d'évacuation avec, puisqu'ils y sont tenus, des propositions de relogement. Donc là, le modèle, c'est ce qu'ils appellent des SAS. Donc c'est des lieux dans des villes un peu partout en France qui doivent servir d'hébergement temporaire 2 semaines avant de redispatcher les gens et qu'ils soient pris en charge par des structures d'hébergement. Ça marche pas très bien parce que les gens, souvent quand ils sont à Paris, ils y sont depuis plusieurs mois, plusieurs années, ils ont là des fois du travail au black, des fois de la famille, des réseaux de solidarité, et ils n'ont pas forcément envie de partir un beau matin direction Besançon, direction le sud de la France, et donc ils ne montent pas dans les bus ou alors ils reviennent 48 heures après. Et aujourd'hui, en effet, ces gens sont beaucoup moins visibles parce que la police les déloge, parce que la police détruit les campements, détruit les tentes. Mais bon, je peux à peu près prendre le pari que mi-septembre, dans certaines zones qui ont été très ciblées par les forces de l'ordre, on aura un retour à la normale. Enfin, à la normale, à la triste normale en l'occurrence. Ouais. Il y a des assos qui ont essayé de se mobiliser pour essayer de faire du bruit par rapport à ça, par rapport à ces exclusions. Est-ce que ça a pu fonctionner? Est-ce que ça s'est ébruité ou pas tant que ça finalement? Est-ce que ça a eu un impact aussi sur l'image de ces jeux ou pas vraiment? Alors sur l'image, c'est dur à mesurer. Pour le coup, après, oui, elles ont évidemment essayé d'alerter. Le problème, c'est qu'on part tellement du néant en matière de prise en charge des personnes qui habitent dans ces bidonvilles, c'est que le fait de proposer une solution de relogement, en soi, c'est pas une mauvaise politique. Le problème, c'est de considérer que les gens n'ont pas forcément d'attache à Paris ou en région parisienne, qu'on peut du jour au lendemain leur dire d'aller ailleurs. Et en gros, souvent la solution, ça consiste à les renvoyer à des endroits où ils sont moins visibles des caméras et où il y a moins de mobilisation possible des habitants. Pour en revenir à l'aspect plus sportif de ces Jeux Olympiques, on le disait, les Jeux ont commencé dès cet après-midi avec le rugby notamment. Est-ce qu'on peut dire ou pas que les Jeux, du coup, n'ont pas très bien commencé d'un point de vue sportif pour la France avec ce match nul, c'est ça? Oui, ça aurait pu mieux commencer en effet. C'est l'équipe d'Antoine Dupont, donc rugby à 7. Le rugby à 7, ce qui est particulier, c'est que c'est un tournoi très ramassé, c'est-à-dire que ça commence aujourd'hui mercredi et on a la finale samedi. C'est pour les hommes. Les femmes, la finale aura lieu mardi prochain. Donc les Français ont fait un petit match nul contre les États-Unis en n'étant pas loin de perdre. Donc c'est une poule de 3. Ils jouent à 20h, dans quelques minutes ils vont jouer leur deuxième match contre l'Uruguay. Autant dire que oui, il vaut mieux gagner contre l'Uruguay pour ne pas déjà avoir des titres ce soir sur Antoine Dupont à la maison. Ouais, parce que ça fait partie de l'une de nos chances de médaille, l'équipe de France de rugby à 7. Ouais. En fait, c'est incroyable parce que c'est un petit peu... on n'a pas arrêté de faire des papiers pour dire que Antoine Dupont dopait l'équipe de rugby à 7. Depuis qu'il est avec eux en préparation, ils n'arrêtent pas de gagner. Ils ont gagné un titre, je ne sais plus où, aux États-Unis. Et puis, voilà, ils jouent au Stade de France et ça se passe pas si bien que ça. Je salue Sylvain dans le chat qui demande jusqu'à quelle heure est le live. Alors c'est jusqu'à 20h avec Sylvain et Laure. Et après, je continuerai aussi seul pour vous donner un peu le programme, notamment de nos prochains streams olympiques et vidéos olympiques aussi qui arriveront. Et puis d'autres vidéos également. Et j'en profite aussi pour prendre la remarque de Jules Grave dans le chat qui, là on parlait rugby mais parle aussi de foot, qui disait et Mbappé n'a pas été sélectionné pour le foot. Macron n'a rien pu faire. Non. Mbappé, mais pas que, en fait. La plupart des gros clubs professionnels ont dit niet à l'idée d'envoyer leurs meilleurs joueurs. En plus, il y avait une autre difficulté pour le foot olympique, c'est qu'il y avait un euro. Donc il y a des joueurs qui ont fini l'euro début juillet. L'idée d'enchaîner sur des JO qui les auraient menés potentiellement jusqu'à fin mi-août, évidemment, les clubs pro qui rémunèrent ces joueurs, ils disent niet. Ça fait partie aussi de chances de médaille ou pas l'équipe de France de foot, ou alors elle est trop diminuée pour... Les filles, oui. Oui, je voulais rajouter, le rugby à 7, on est championne du monde en filles. Donc on va aller suivre tout de suite après le tournoi masculin. Et ça revient à, est-ce qu'il a pu être envisagé de mettre la cérémonie d'ouverture dans le Stade de France? Non, parce qu'actuellement s'y déroule le rugby à 7 et qu'ensuite il faut configurer le Stade de France en athlétisme et on passera le 1er août en athlétisme. Donc tout ça, c'est des prouesses un peu techniques. Donc en plus, mettre une cérémonie d'ouverture là-dedans, c'était pas possible. C'est quoi notre objectif de médaille là, pour la délégation française? Ouais. Le vôtre est celui officiel. Officiel, ils disent une 50aine. Et d'être, surtout, c'est de passer ce qui serait plus que notre record. Ouais. Ah ouais. Le record, c'est 43 au JO de Pékin en 2008. Et de passer dans le top 5 mondial. On était 8e à Tokyo.
Et je sais plus si on avait parlé de ça en janvier, mais des moyens qui ont été mis pour le sport de haut niveau, pour sécuriser les athlètes, parce qu'on parle souvent des mégastars qui ont évidemment aucun problème pour s'entraîner, bénéficier des meilleures infrastructures, mais il y a énormément d'athlètes olympiques qui gagnent quelques milliers d'euros, qui ont obligé de faire la chasse aux sponsors, qui parfois sont obligés de faire des cagnottes pour financer des stages, pour financer de l'encadrement médical, technique. Et donc un des gros axes de travail donc Claude Onesta, c'est l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de handball, qui est chargé du haut niveau à l'Agence nationale du sport. Et donc lui, son travail, c'était d'identifier les forts potentiels, c'est-à-dire les athlètes qui peuvent ramener des médailles, et de faire en sorte qu'ils aient le meilleur encadrement, la meilleure rémunération possible, qu'ils soient sécurisés dans cet objectif de haute performance et de médailles à Paris. Donc il y a des choses qui ont été mises en place pour le sport de haut niveau dans le cadre de ces JO-là. Il y a eu un programme qui s'appelait Gagner en bleu. Et c'est pas, on est quasiment à la promesse d'Emmanuel Macron pour une fois, qui était qu'il n'y ait pas d'athlètes. Il y a une liste établie par le ministère des Sports et par les fédérations qui s'appelle la liste de sportifs de haut niveau, le SHN. Et donc dans ces listes de sportifs de haut niveau, ils avaient dit qu'il ne fallait pour les JO de 2024 personne en dessous du SMIC. Donc c'était le cas avant. Apparemment, il y a dû avoir 2 ou 3 trous dans la raquette, mais on parle de peut-être 1500 ou 2000 personnes qui ont essayé de se qualifier. À la fin, il y en a 571. Et donc, ils avaient mis ce programme. Ça leur permet d'être un peu tranquilles parce que les stars, elles ont des énormes sponsors, mais les petits ou les gens qui sont méritants ou dans des sports co qu'on regarde pas trop, le water polo, le hockey sur gazon, c'était hyper important qu'il y ait des gens qui soient soutenus. Et donc, ils ont fait ça. Et on parlait de l'objectif des médailles. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas, hein, mais il y a un institut qui fait pour toutes les Olympiades qui s'appelle Grace Note et qui fait chaque fois ses pronostics de médailles. Alors, ils pensent qu'on peut carrément atteindre le top 3 cette année en jouant sur ce fameux home advantage, donc l'avantage de jouer à domicile, tout ce que ça peut faciliter, d'être devant son public ou d'avoir pu s'entraîner dans des conditions sans le décalage horaire. Qui peut aussi être une pression supplémentaire. En général, ça joue en faveur quand même. Tous les pays hauts surperforment. Et donc, eux, ils disent qu'on pourrait être carrément juste après les États-Unis et la Chine. Bon, le Parisien, ils ont craqué, parce qu'ils ont fait leur tableau, ils ont dit qu'on pourrait avoir 111 médailles, ce qui serait quand même quasiment x3 par rapport au record de Pékin, mais nous, on en espère le plus possible. Mais d'autant plus qu'on sort les derniers Jeux Olympiques d'été, on n'avait pas été si bon que ça. On était 8e. Dans notre en termes de médailles, notre poids de forme. Ouais. Mais du coup là, si imaginons on tape sur une 50aine de médailles, ça pourrait potentiellement nous placer dans le top 5 des nations. Ce qui était l'objectif, notamment affiché par Emmanuel Macron, il me semble. Tout à fait. Mais ce qui est du coup un objectif qui semble réalisable là quand on. Oui, ça semble réalisable. Quels sont vos pronos d'ailleurs, le chat? Je vous ai pas demandé ça tout à l'heure, mais est-ce que vous avez des petits pronos, vous, sur nos positions potentielles lors de ces Jeux Olympiques en termes de médailles? D'ailleurs, on pourrait aussi évoquer les Jeux Paralympiques qui vont se tenir juste après du coup ces JO. Concernant l'objectif de médailles, là, comment est-ce qu'on se situe dans ces Jeux Paralympiques? C'est quoi l'objectif? On l'a eu en interview, la présidente du comité paralympique français, je suis honteuse parce que je me souviens pas, elle a affiché son objectif aussi. Et je crois que c'est top 3, pour le coup, la France, ouais. Je crois qu'elle a dit top 3, ouais. Okay, c'est à la fois... il faut expliquer aussi qu'il y a énormément plus de catégories, et donc il y a énormément plus de médailles, proportionnellement, qui sont distribuées aux Paralympiques, parce que les épreuves sont divisées selon le degré de handicap. Donc on a je vais dire n'importe quoi, parce que c'est pas moi la spécialiste, mais on a selon un handicap physique, on l'a selon le handicap visuel. Donc en fait, ça fait plus de médailles. Donc le chiffre va être plus important, mais les chiffres des autres pays en Paralympique sera aussi plus important. Il faudra regarder la proportion et la progression par rapport aux autres Paralympiques. Il y a Camillette qui est optimiste, qui nous dit que la France peut avoir 50 médailles ou plus. On l'espère. Quelles sont les disciplines, les épreuves qu'il ne faudrait surtout pas manquer, les grands rendez-vous très attendus? Là, peut-être en tout cas ceux qui arrivent dans un premier temps en tout cas. Ce week-end, ça va être assez dense tout de suite. Alors, il y a la superstar des Jeux... J'espère qu'on va pas lui porter malchance, mais celui qui va éclater, je pense, au regard des Français, c'est Léon Marchand, donc le nageur, qui est en lice dès dimanche soir pour une médaille d'or, on espère. Il y a du VTT, il y a 2 femmes, 2 Françaises qui sont
qui font partie des meilleures mondiales en VTT dès dimanche, Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte. Il y a de l'épée des samedis. Il y a Du judo? Du judo, évidemment, puisque le judo est traditionnel. En fait, les disciplines qui sont les plus pourvoyeuses de médailles pour la France, c'est l'escrime, le judo, l'athlétisme, même si c'est vrai que là, on est plutôt dans une tendance pas très joyeuse pour l'athlétisme français. Et le judo, en fait, tous les jours quasiment, si vous regardez les judokates françaises, tous les jours, elles font partie des meilleures mondiales et elles ont potentiellement la possibilité d'aller chercher l'or. Pour ceux qui se demandent sur les méga stars du judo français, le rendez-vous à ne pas manquer, c'est vendredi, pas de la cérémonie d'ouverture, le vendredi 3, si je ne me trompe pas, où ce jour-là, on a sur les tatamis Teddy Riner et Clarisse Agbenienou qui donc vont concourir pour l'or. Il y a aussi dans le chat, on nous parle du skate et du surf comme discipline à ne pas manquer également. Il y a des chances françaises sur des... Le skate, c'est dès ce week-end. Ok. On a des... Oui, pardon. Le skate, c'est dès ce week-end. Et c'est à la Concorde, puisque tous les sports urbains sont installés. Je ne sais pas si vous êtes déjà... Enfin, si vous êtes passé près de la place de la Concorde, il y a 4 stades qui ont été installés. En skate, on n'a pas forcément des chances de médaille, mais en tout cas, on a une super génération qui arrive avec deux gamines qui ont 14 ans. Ceci dit, en skate féminin, les 3 médailles or, argent, bronze à Tokyo avaient toutes moins de 15 ans. Elles étaient toutes japonaises, ceci dit. Donc, c'est surtout des japonaises. En surf, on a 4 sélectionnés et ça se déroule à Tahiti. Et ce qui est bien, c'est que dans les 4 sélectionnés, il y a 2 Tahitiens. C'est une vague complètement incroyable qui a été sélectionnée comme lieu, qui s'appelle Te Aupo. Et on a l'avantage, on peut dire là, l'avantage à domicile, il est assez énorme parce que c'est une vague que certains surfeurs n'ont jamais surfé, qui fait partie des vagues les plus dangereuses, on dit, ou en tout cas les plus mythiques. Et il y en a 2 qui sont nés sur la plage juste à côté. Donc, ils la connaissent très très bien. Donc, ça devrait quand même... mais ça, c'est un tout petit peu plus tard. Les finales sont au milieu de la semaine prochaine. Dans le chat, il y a aussi Cristal qui veut apprécier l'équitation à Versailles, juste pour le cadre et la beauté du site. Et puis il y a aussi Lune Virtuelle qui nous parle de l'escalade. L'escalade, est-ce que c'est une nouvelle discipline ou pas l'escalade pour les Jeux Olympiques? Non, il y avait déjà 2. Ah oui, ok. Et c'est quoi les nouvelles disciplines, Vronsky? Il y a des nouvelles disciplines, non, avec ces jeux-là? BMX, skate, breakdance. Oui, breakdance aussi, c'est ça. Donc ça, c'est les 3... Et le breakdance, c'est sa seule apparition. Los Angeles ne l'a pas repris. Donc Los Angeles, les prochains Jeux d'été, le breakdance redisparaîtra. Un peu comme le karaté qui était apparu à Tokyo et que la France n'a pas gardé. Ah ouais, mais comment c'est possible? Chaque pays hôte s'adapte un petit peu. Le pays hôte peut décider de... Ouais. D'accord. Et donc ils ont mis, Los Angeles, ils ont mis le baseball et le softball. Okay. Une sorte de truc entre le hockey sur gazon et le soccer. Il y a Nico Pradi 5 dans le chat qui demande si le basket à 3, c'est nouveau ou pas comme discipline. Oui, le basket à 3. C'est nouveau. C'est nouveau sur ces jeux, ouais. Eh bien voilà, tu as ta réponse, Nico Pradi. Merci Laure et Sylvain d'avoir été avec nous ce soir pour prépasser un petit peu du coup ces Jeux Olympiques qui arrivent cette fois pour de bon. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle, on peine presque à croire que c'est enfin réel avec notamment cette cérémonie d'ouverture, on en a parlé, qui est très attendue vendredi. Merci à vous le chat d'avoir été avec nous et de nous avoir relayé vos questions. J'ai essayé, normalement je n'en ai pas trop laissé passer, donc parfois ça allait un peu vite, donc désolé si je n'ai pas pu les reprendre. Si jamais je n'ai pas pu les reprendre, on va pouvoir en reparler juste après. Restez avec nous puisque je reviens avec vous pour faire un petit point. Je libère Laure et Sylvain et je reviens dans quelques instants. Vendredi, justement, cérémonie d'ouverture sur le site de Libé. On va tenir un live toute la soirée. Donc, vous pouvez évidemment venir nous lire nos envoyés spéciaux qui seront dans le périmètre de la cérémonie d'ouverture. Et puis, plein de gens à la rédac qui participeront à essayer de raconter en quoi cette cérémonie est ou non exceptionnelle. Et d'ailleurs, j'en profiterai juste après avec vous, le chat, pour vous réexpliquer aussi toute la couverture de Libé pendant ces Jeux Olympiques, parce qu'il y a notamment un papier qui dévoilait un petit peu tout ce qu'on va pouvoir faire aussi ici à Libération pendant ces Jeux Olympiques. Donc je vous en parlerai dans un très court instant, le chat. À tout de suite, et merci à vous, Sylvain et Laure, d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée. Été.